Eh ben salut Internet, on se retrouve pour le deuxième stream sur les sujets liés au travail. On a fait la dernière fois la partie sens au travail, et ce soir c'est s'intéresser à cette fameuse valeur travail. On a une partie sens au travail qui était plus sur le point de vue des salariés eux-mêmes dans leur travail, donc plus une dimension interne, alors que là, avec la question de la valeur travail, on va voir que c'est plus comment est-ce qu'on se représente le travail en tant qu'idée, en tant que sujet, et donc plus une vision pardon, externe à ce sujet du travail. Le curseur sur ce sujet, c'est comment est-ce qu'on apprécie cette valeur du travail entre deux repères, deux bornes. Soit le travail, ça a une valeur économique, soit le travail, c'est une valeur morale. On va commencer par celle-là pour servir de fondement sur la question de la valeur du travail. Les autres travailler, ils préféreraient pas. Parce que ce qu'ils cherchent, eux, comme tout le monde, c'est pas le travail, c'est le bonheur. Ce qu'elles cherchent, c'est pas le travail, c'est le profit. Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Voilà, donc le travail ne se suffit pas en lui-même, c'est ce qu'il permet, sa finalité pour les deux parties qui sont employeurs et salariés. Salarié travaille parce que recherche du bonheur, grâce à son salaire, grâce à ce qu'il fait, grâce à l'utilité, grâce aux conditions, etc. Et l'entreprise, en tout cas l'employeur, lui ce qu'il cherche c'est que son entreprise fonctionne, donc c'est le profit, et donc c'est pas juste travailler pour dire de travailler, l'activité pour l'activité, mais à nouveau les conséquences et la conclusion de cette activité. Ce qui débouche sur un problème tout à fait intéressant, comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent le bonheur, ni l'entreprise qui cherche le profit, étant entendu que personne ne cherche le travail pour le travail. Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, c'est votre problème. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouve le 1er mai, les vacances et le salaire. C'est-à-dire, au fond, 3 conquêtes syndicales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien au centre des valeurs morales, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Bon voilà, là c'est déjà c'est presque une conclusion, on pourrait presque s'arrêter là si ça n'avait pas changé, si ça n'avait pas évolué, parce que c'est clairement pas la, c'est clairement pas la vision la plus partagée. Au contraire, le travail maintenant c'est plus que jamais, en tout cas considéré comme tel, considéré comme une valeur morale justement. C'est vraiment ça, tous les discours, c'est de considérer le travail comme une valeur morale, alors que là, la démonstration, c'est l'inverse. La démonstration, c'est de dire, bah non, si on paye le travail, si il y a des contreparties au travail, si on a ces conquêtes syndicales qui permettent les jours fériés, les congés, etc., et qu'on est quand même payé sans travailler, bah, c'est bien la preuve que c'est pas une valeur morale, et que tout ça, la contrepartie, c'est le salaire. Donc, le travail a donc une valeur marchande, et donc en ayant une valeur marchande, ça le sort automatiquement de la catégorie des valeurs morales. Bref, amis managers, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs ou subordonnés pour les motiver ou pour tenir lieu de management. Dès qu'un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà, lui, en tant que manager, en position d'échec professionnel. C'est pas avec des éléments qui relèvent de la morale qu'on peut motiver les gens, parce que c'est pas ce qu'ils cherchent en fait. Parce que si les deux parties sont sur des registres différents, pour le salarié, le travail, c'est une valeur marchande, vu que son salaire va être la contrepartie. Donc si, côté employeur, manager, on considère finalement le travail comme une valeur morale, motiver des gens avec une valeur morale qui eux-mêmes pensent que ça a une valeur marchande, on est sur deux aspects totalement différents qui se rejoignent pas. Introduction, si le travail a une contrepartie financière, c'est une valeur économique, et pourtant, à contre-courant de tout ce qu'on entend dans le discours ambiant sur le travail, comme quelque chose qui témoigne aussi de compétences, de- d'un caractère, d'une volonté, cette recherche de l'effort, et donc socialement, cette question du travail, elle est très valorisée,
et elle est inscrite au rang de valeur morale. Et donc là, je nous ai mis l'ami Philippe, l'ami Philippe Etchebest. C'est un truc qui a beaucoup tourné, on l'a vu un peu partout, reprise par les comptes un peu entrepreneurs, ceci, cela, et qui montre aussi comment et je pense même une vision assez majoritaire de ce qu'est le travail dans la tête des gens. Et donc, puisque en principe, c'est pas une valeur morale, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce genre de discours très partagé, très soutenu et très mis en avant dans la société? Je suis pas doué, c'est juste que je travaille. Et je travaille beaucoup. Je suis pas plus doué qu'un autre, je vous promets. C'est juste que je travaille. Et je pense que la valeur du travail, une fois de plus, et je pense qu'elle est à la portée de n'importe qui si on s'en donne les moyens. Mais ça passe par des efforts. Ça passe par le fait d'avoir la capacité d'absorber et de se faire du mal aussi parfois, de faire des sacrifices, mais pour arriver à de belles choses finalement. Le grand classique, valeur travail, faire des efforts, des sacrifices, cette notion de mérite finalement. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on est passé de un travail comme avec une valeur marchande. On est passé sur ce type de discours de dire il faut être méritant. Le travail, c'est ce qui apporte, grâce aux efforts, grâce aux sacrifices, c'est ce qui apporte de belles choses. Et donc, il faut presque un peu être dans une forme de mérite de ce qu'on a. Le simple fait de travailler comme si ça n'était pas assez. Il faut en plus travailler dur, il faut en plus travailler faut que ça nous coûte un peu avec cette notion de sacrifice. Et donc ça, c'est beaucoup plus le discours majoritaire. Alors même qu'on ait une démonstration, puisque le travail est payé, c'est une valeur marchande et pas morale, et pourtant, c'est pas du tout le discours majoritaire, parce que c'est ce type de discours-là, avec cette notion d'effort, de sacrifice, d'investissement, pour pouvoir dire, bon bah oui, voilà, moi j'ai des belles choses, j'ai du pognon, mais c'est grâce à mon travail, donc je le mérite. Et cette notion de mérite, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça, et pourquoi est-ce que c'est un discours qui marche beaucoup plus que ces sujets-là? Et ben on va voir que ce positionnement politique qui récupère ce balancement entre valeurs marchandes et valeurs morales, il n'y est pas pour rien. Avant de voir la partie politique, on va voir le tableau général, déjà avec des chiffres. La grande flemme, ça c'était un peu au moment de l'épisode le quiet quitting, les gens en font le moins possible, etc. Où en est la valeur travail en France? Et là on est plus sur quelque chose d'assez documenté, chiffré, qui va un peu à contre-courant à nouveau, alors même que là on peut démontrer des choses factuellement, et ben on a ce discours commun qui pourtant n'est pas en adéquation avec, l'aspect plus factuel du sujet. Où en est la valeur travail en France? L'a priori, c'est que la préférence des Français pour le loisir, la vie privée, la vie familiale serait plus prononcée qu'ailleurs. Et que la crise Covid a encore accentué les choses. La question de la crise de la valeur travail alimente un double procès depuis longtemps. L'un se focalisant sur la faible appétence des Français pour le travail, pointant la faiblesse des heures travaillées en France, par an ou tout au long de la vie, le bas taux d'activité, les difficultés de recrutement des entreprises, attestées par la montée des emplois vacants, l'absentéisme, le poids de l'assistanat, etc. Il existerait en France un refus de l'effort qui pénaliserait notre potentiel de croissance et notre compétitivité. Ça, premier point, le classique, hein, les Français veulent pas travailler, regardez notre durée du travail, le fameux la France, le pays des 35 heures, c'est pas assez, il faut faire plus. Bon, le discours habituel, et qui est finalement un discours très marqué politiquement, plutôt à droite. Contre l'assistanat, le fameux, c'était Vauquier qui parlait du cancer de la France, même s'il l'a regretté, en disant ah, pour n'importe quelle raison les gens se mettent en arrêt maladie, etc. Durée du travail, le fameux 35 heures, ça, c'est vraiment un traumatisme pour tous ceux qui ont des idées de droite. Et donc pour eux, tout ça, ça résume cette question de voilà, on a la formule qui utilisait, c'était quand même la crise de la valeur travail. Bon, si on n'est pas dans le dramatique avec ce type de formule, c'est quand même pas mal. Donc, premier point, c'est ça, on a toute une partie du discours assez décliniste, en fait, en disant, oh là là, les gens veulent plus travailler, et puis regardez, quand on regarde les chiffres, enfin non, même pas, parce que les chiffres, justement, on va voir qu'ils vont dire un peu le contraire, mais en s'appuyant en tout cas sur certains éléments, ça vient appuyer le fait que pour certaines personnes plutôt à droite, eh ben, en fait, les gens ne veulent plus travailler, ne sont plus attachés à ce travail. Le versant du procès se focalise sur la dégradation de la désirabilité du travail, pointant la dégradation des conditions de travail, les pathologies physiques ou mentales, les burn-out notamment, la perte de sens, la pénibilité, la précarité, l'ubérisation, etc. Donc voilà, deuxième bloc, en mode, bon, ça s'explique, ça paraît presque logique.
compte tenu de toutes les critiques qu'on peut présenter, les conditions de travail n'ont jamais été aussi dures en termes d'intensité du temps de travail. Au-delà du nombre d'heures effectuées, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur de chacune de ces heures, en termes de quantité de choses à faire. La critique du management n'a jamais été aussi virulente. La question du sens au travail, justement, c'était le sujet de la dernière fois. Dire, bon, bah, les gens, on leur fait faire des choses qui n'ont même plus vraiment de sens. Ils sont plus en position de bien faire les choses, d'avoir le temps de bien faire les choses. Bon, évidemment que ça a un impact sur comment le travail, de manière globale, est considéré. Donc ça, c'est deux visions qui s'opposent. Et maintenant, là, ils vont partir sur, si on dépassionne le sujet, prend un peu plus de distance, et qu'on essaye d'être un peu plus neutre et de dire, bon, qu'est-ce que ça La raconte perte de en sens, termes, la pénibilité termes de différente, chiffres. elles convergent néanmoins sur l'idée qu'il y a crise et que le désamour des Français pour le travail est bien réel, qu'il soit fondé sur la paresse ou la dégradation des conditions d'emploi. Pour instruire les deux versants de la critique, il existe une prolifération d'enquêtes et d'indicateurs. Côté procès en paresse fait aux salariés, ce sont plutôt des données objectives. Taux d'emploi ou taux d'activité, durée du travail, durée de vie en retraite, taux d'emploi vacant, etc. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'indicateurs de performance, influencés par de multiples facteurs culturels, légaux, économiques. Postuler que la faible mobilisation du travail est intentionnelle relève de l'arbitraire, comme par exemple lorsqu'on postule qu'un chômage est volontaire. Et surtout, ceux qui s'appuient sur ce type d'indicateurs se prennent rapidement les pieds dans le tapis. Si le faible volume de nombre d'heures de travail ouvrées par année est un indicateur de paresse, alors je dois classer Allemands, Danois, Norvégiens, Hollandais ou Suédois au rang de super paresseux. Voilà, ça c'est intéressant de voir que son point de départ, c'est de dire qu'on soit du camp numéro 1 ou numéro 2, de dire les gens veulent plus bosser, ou de dire il y a un désamour du travail parce que le travail n'a jamais été aussi compliqué, qu'en fait il y a tellement d'indicateurs qu'on peut toujours trouver des choses qui nous arrangent. En disant, bah regardez, en France on travaille 35 heures, c'est beaucoup moins que les Japonais, donc vraiment on est nul. Mais n'empêche qu'on regarde pas, si on regarde le tableau d'ensemble, eh ben on n'est pas les derniers. Et donc son argument il est très bon de dire, enfin, l'Allemagne, c'est toujours quand même l'exemple type quand on compare la France, surtout pour se comparer à la baisse en disant regardez les Allemands, ils sont meilleurs que nous. Et là, on voit bah, finalement en termes de heures moyennes annuelles ouvrées par travailleur, eh ben, l'Allemagne, c'est en dessous. Et c'est même les derniers. Cet argument de durée du travail plus faible, donc égale désamour du travail, donc les Français n'ont plus à cœur cette valeur travail, en fait, on voit que ça tient pas la route, quoi, ça tient pas la route comme discours. Et donc, même quand les discours, qui au fond sont des discours de vision politique, parce que le but c'est de porter le travail comme une valeur morale et moins comme une valeur marchande, on voit que même quand c'est appuyé par des chiffres, eh ben ça peut, vu le nombre d'indicateurs qui existent, c'est très facile même d'utiliser des chiffres de manière partielle et des chiffres qui t'arrangent en fait. Si le taux d'activité ou d'emploi est un indicateur de désamour pour le travail, alors je dois considérer que les Français ne cessent de s'améliorer en la matière, loin de la paresse suspectée. Et si la part des emplois vacants témoigne bien de la réticence des Français à traverser la rue pour trouver un job, alors je dois expliquer aussi ce qui se passe à l'étranger et l'ampleur que prend le phénomène dans les autres pays européens et notamment en Allemagne. Comment se fait-il par ailleurs que la France dispose d'un des plus hauts niveaux de productivité horaire de l'OCDE? Pourquoi s'arrêter au nombre d'heures effectuées sans avoir en tête ce qu'on fait avec cette quantité d'heures? Et au final, si là on est plutôt au top niveau productivité, ce qui a souvent un lien d'ailleurs, parce que bah, tu peux pas être aussi productif quand tu fais 50 heures que quand tu en fais 35, donc c'est parfois mieux de faire un peu moins d'heures, mais d'être efficace pendant ces heures-là. Mais du coup, uniquement se fonder sur cette critique qui revient très souvent, hein, des 35 heures pour dire on travaille pas assez, donc forme de paresse, désamour du travail, donc la valeur travail, cette valeur morale est en danger parce que il y a des Français qui n'aiment plus ce travail, uniquement en s'appuyant sur le nombre d'heures effectuées, mais sans aller regarder s'il y a pire que nous par des pays, comme c'est le cas avec l'Allemagne, qui se débrouillent très bien, et sans regarder cette notion de productivité, mais uniquement de nombre d'heures de travail. Donc là, pour l'instant, on voit quand même que ce fameux camp qui consiste à dire les gens veulent plus bosser, eh ben leurs arguments, en fait, ils ne tiennent pas. Et ils relèvent plus, justement parce qu'ils ont en tête une valeur morale, ça relève plus d'une opinion
que vraiment d'éléments factuels et vérifiables. Quand on s'appuie sur ce qui est vérifiable et qu'on voit leurs arguments, on voit que quand on a la vision d'ensemble, leurs arguments ne tiennent pas, Il faut croire que la faible appétence au travail de certains est largement compensée par la conscience professionnelle et la motivation des autres. En revanche, il y a une donnée qui attire l'attention, celle des accidents du travail, qui interroge sur la qualité des conditions d'emploi. On est le premier pays européen des accidents non mortels, et on est quasiment sur le podium des accidents mortels pour le travail, quoi. Donc, essayer d'avoir ce discours coûte que coûte qui consiste à dire que les gens ne veulent plus travailler en ignorant, en ignorant cette partie sur les conditions de travail, c'est presque une forme de déni. C'est tellement un attachement fort à cette valeur morale du travail que cette réalité qui pourtant est éprouvée et factuelle, ben, elle est quand même mise sous le tapis. Et donc là, sur les deux camps, là, la vidéo essaie quand même de dire, bon, il y a plein d'indicateurs selon si on est du camp numéro 1 ou du camp numéro 2, il y a plein d'indicateurs qui montrent leurs limites. Les limites du camp numéro 1 étaient quand même plus palpables, quoi. De dire les gens veulent plus travailler, bah non. On voit bien que en termes de nombre d'heures, on est loin d'être les derniers, et surtout il y a une bonne productivité, donc les gens sont quand même efficaces dans leur travail. D'intensification des conditions de travail, il y a des éléments dessus, et surtout, quand on est un pays comme la France, on a quand même tout ce qu'il faut pour bien faire les choses, être aussi haut en termes d'accidents du travail non mortels et aussi mortels, si ça c'est quand même pas un indicateur qui clignote rouge vif pour dire il y a un problème de conditions de travail, ça me paraît quand même beaucoup plus marquant. Ça me semble donner davantage raison à ce camp-là plutôt qu'au premier. Pour la plupart des autres dimensions, il existe nombre d'enquêtes au plan international questionnant les salariés sur leurs conditions et sur leurs motivations. Parmi les pays européens, la France se situe bien en queue de peloton en matière de perception des conditions de travail. L'enquête menée en 2021 sur le sujet par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Eurofound, indiquait par exemple que la France se classait en 28e position sur les 36 pays sondés. Mais c'est du déclaratif. Déclin de la valeur travail ou biais culturel critique témoignant d'une attente et d'un attachement fort à la valeur travail, difficile à dire. Voilà, donc là, lui, pour nuancer ça, il se dit, bon, c'est du déclaratif, c'est ce que ressentent les gens. Est-ce qu'en gros, ils en rajoutent pas un peu? Si ces enquêtes-là, sous prétexte que c'était du déclaratif de la part des salariés qui exprimaient oui, mes conditions de travail sont plus dures qu'avant, ou oui, j'estime avoir un travail très sollicitant émotionnellement, oui, j'estime devoir m'interrompre souvent pour effectuer d'autres trucs. Si on part du principe que comme c'est du déclaratif, ça n'a pas de valeur, ou en tout cas c'est à nuancer, bon, j'imagine bien quand même que ces enquêtes-là sont réalisées sur un nombre de personnes suffisamment importantes pour justement effacer ce genre d'effet indésirable lié au fait que ce soit du déclaratif, quoi. Les éléments qui viennent nuancer le discours tendant à dire bah, peut-être un désamour un peu du travail parce que le travail est de plus en plus dur, nuancer ça c'est quand même beaucoup plus dur. Les éléments qui fondent cette vision-là sont beaucoup plus solides par rapport au discours qui consiste à dire les gens veulent plus travailler juste parce que c'est des feignasses. Pourtant, bah, quand on regarde combien de temps ils travaillent et à quel point ils sont efficaces, ah bah merde, en fait, ça marche pas. En octobre 2022, c'est un sondage IFOP qui met en relief que 37% des Français sont concernés par le quiet quitting. 37% qui disent bon, moi je fais juste ce que j'ai à faire et surtout pas plus. Si jamais je suis plus investi que ce qu'on me demande, j'ai pas de contrepartie, donc à quoi bon, donc autant faire juste, ce qui est pas non plus un truc incroyable de dire bah, je fais ce pourquoi je suis payé. À nouveau, c'est avec ces considérations de valeur morale du travail où il faudrait en faire plus. Mais si justement on revient à cette logique d'un travail qui est une valeur marchande, le travail a une compensation financière, donc c'est un travail donné qui a une compensation financière. C'est pas un travail donné avec un surplus d'investissement pour qu'il donne la même contrepartie. Là, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est déjà presque une attitude un peu logique. Et pourtant, on appelle ça le quiet quitting. Démission silencieuse en disant ah, moi j'en fais le moins possible. Mais le moins possible n'empêche que tu fais quand même ce que tu dois faire dans les conditions où tu dois le faire et où t'es contrôlé. Parce que si tu fais moins, tu peux juste te faire virer. On part du principe que c'est négatif des gens qui font ce pourquoi ils sont payés sans témoigner d'un surinvestissement. Ce qui est quand même déjà une preuve que la question du travail comme valeur morale est bien plus représentée. C'est le discours qu'on entend le plus par rapport
à juste ce travail comme valeur marchande. Une interview d'une philosophe, est-ce qu'ils mettent son nom? Voilà, Céline Marty. Sur cette question de la valeur morale, elle en parle directement, la moralisation des débats autour du travail. Pour en revenir à l'actualité récente, donc il n'y a pas longtemps, Gérald Darmanin a fait l'éloge de la valeur travail, comme d'autres membres du gouvernement, et il a, lui, expliqué que les opposants à les réformes des retraites, et notamment les députés de la NUPES, n'aimaient pas le travail. Il faut les distinguer, ceux-là, ceux qui aiment le travail, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. D'une certaine manière, avec tout ce qu'on est en train de vivre avec cette réforme des retraites en ce moment et la contestation qui grandit, comment est-ce que vous analysez l'état du débat public actuel sur cette question du travail? Oui, ce qui est intéressant, c'est que le débat a beaucoup changé par rapport aux années 70-80, dans le contexte dans lequel parlait Gors aussi, que j'étudie beaucoup dans le cadre de mes recherches, parce que la prise de conscience écologique du coût du travail, etc., des conséquences du modèle productiviste sur notre société, sur la préservation de nos écosystèmes, de nos ressources, ça, on est au courant depuis les années 70. Par contre, on a mis complètement ça sous le tapis. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une moralisation des débats autour du travail. Et ça, je pense que c'est très fort depuis les dernières réformes autour de réduction du temps de travail, donc depuis les 35 heures notamment. On a donné l'impression, tout l'enjeu autour du travail, c'était de montrer qu'on était un bon citoyen, bien productif, qu'il ne fallait pas compter ses heures, à l'opposé des enjeux de réduction du temps de travail, et qu'il fallait tout donner, et que le modèle, c'était travailler plus pour gagner plus, et que ce faisant, on était... Le mantra de Nicolas Sarkozy. Et que ce faisant, on était un bon citoyen. Et là, tous les discours autour qui critiquent la fainéantise, qui critiquent l'oisiveté, la paresse, se placent exactement sur le terrain moral, plutôt que sur le terrain politique et sur le terrain démocratique. Et d'une certaine façon, c'est très fin parce que en moralisant un débat, vous le dépolitisez, vous vous posez en autorité, parce que du coup, Gérard Darmanin, il vous fait la leçon de morale, il se pose en autorité face à des enfants capricieux qui ne veulent pas travailler, donc il infantilise toutes les critiques qui y sont adressées, il les dépolitise, il les désarçonne d'une certaine façon. Et donc les décrédibilise. Il les décrédibilise et il empêche de parler des vrais problèmes. Et tout l'enjeu, pour nous, je pense, c'est de faire une critique politique et une critique écologique du travail en montrant ses conséquences productivistes, en montrant ses conséquences en termes de souffrance sur les êtres humains, sur les écosystèmes, etc. Et c'est d'arriver à repolitiser ces enjeux et à dire on ne veut pas de leçons de morale. Et d'ailleurs, aucun citoyen n'a à recevoir de leçons de morale, parce que les citoyens sont présupposés, éclairés, autonomes, etc. Et recevoir une leçon de morale, c'est présupposer une autorité qu'on ne reconnaît pas à Darmanin. Ah, ça, du coup, c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on est arrivé d'un sujet comme la valeur travail, qui, comme on l'a dit depuis le début, il y a beaucoup d'arguments factuels qui montrent que ça a une valeur marchande. Pourquoi est-ce qu'on arrive à une valeur morale alors même que cette valeur morale est présente plutôt du côté du camp politique de la droite? C'est très habile parce que ça dépolitise. Et dans le sens, c'est un peu la phrase qui disait il y en a qui n'aiment pas le travail, très généraliste et peu subtil. Et finalement, en englobant à ce point-là, en disant « Ah ouais, vous critiquez le travail, donc vous ne l'aimez pas ». On est directement mis dans la case des fainéants, des anti-travail, de ceux qui veulent rien faire. Et donc, puisque la valeur travail est devenue une valeur morale, le simple fait de critiquer cette valeur morale, quand bien même la critique est politique, et ben en fait, ça nous positionne dans le camp de ceux qui ne veulent pas travailler, et donc ça empêche la critique. Si on repositionne le travail comme sujet éminemment politique, comme ça a été le cas vraiment tout le temps finalement. La réduction du temps de travail, c'est des luttes syndicales et politiques. La question des conditions de travail aussi, le fait qu'il y ait une reconnaissance des maladies professionnelles, une reconnaissance des accidents du travail, tout ça, on n'est pas sur la place de la morale. Tout ça, c'est des sujets politiques pour améliorer ces conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail, c'est des choses qui se retrouvent dans le code du travail, c'est des choses qui se retrouvent dans les conquêtes et dans les luttes syndicales. Et donc, c'est quand le travail était un sujet totalement politique. En le moralisant, presque on le sacralise, et on le rend beaucoup plus difficilement atteignable par des critiques, parce que le simple fait de dire « Ah oui, mais le travail, il y a quand même des choses qui ne vont pas, regardez, les conditions de travail sont de plus en plus dures », là on vous oppose « Ah oui, mais ça veut dire que vous n'aimez pas le travail, donc vous êtes anti-travail, donc vous êtes pour la fainéantise, donc vous êtes pour les assistés, et donc on vous décrédibilise. » Le débat dépolitisé devient beaucoup plus
est beaucoup plus plat, beaucoup plus creux. C'est le travail en tant qu'idée, comme ça, un peu abstraite, qu'on touche, alors que c'est certaines parties sur un débat politique, mais avec cette moralisation du sujet, ça rend toute critique et tout développement beaucoup plus compliqué, parce qu'on s'attaque au travail qu'on a presque sacralisé, quoi. Alors même que factuellement, on a tous les éléments qui semblent être beaucoup plus solides sur cette notion de travail égale valeur marchande, pourtant, le discours dominant, c'est travail égale valeur morale. En fait, l'astuce, le déclic, il vient exactement de là. Politiquement, c'est très intéressant, en tout cas pour la classe politique plutôt à droite, de rendre ça moral pour empêcher les critiques et mettre les vrais sujets sous le tapis, en rendant le sujet du travail intouchable et en restant sur cette idéologie, en tout cas sur ce discours très classique de travail égale mérite, égale effort, égale salaire, mais du coup comme récompense, salaire qu'on a mérité. Bon, du coup, là, sur cette deuxième partie, hein, pourquoi critiquer le travail est tabou, là, ce qu'elle nous dit en résumé, c'est de 1, puisqu'il y a un modèle du travail qui est très similaire pour tout le monde, avec presque une routine, avec le travail au centre de nos vies, critiquer le travail en tant que tel, c'est finalement critiquer le modèle dominant, c'est critiquer la manière dont les individus ont de travailler de manière quasiment uniforme, même globalement uniforme. Donc critiquer ce qui est le système en place, sorte de paradigme, c'est toujours très compliqué. Et ce que j'aimais bien aussi dans cette partie-là, c'est que c'était replacer le travail, non pas travail comme ça qui tombe un peu du ciel, mais replacer le travail dans le système économique et système de production en place, qui est un système capitaliste, qui n'a pas toujours existé. On n'a pas toujours travaillé sous le système du capitalisme. Et donc replacer ça, et à nouveau, moi je trouve ça très cohérent avec la partie du début sur la question de la valeur morale. Si on moralise, on dépolitise. Donc puisqu'on dépolitise, c'est beaucoup plus dur de faire la critique du travail, non pas en tant que tel, mais inscrit dans un rapport de production qui est et un système économique qui est le capitalisme. Donc c'est pas le travail en tant que tel qui est problématique, mais c'est le travail qui doit être nécessairement lucratif et qui doit être nécessairement inscrit dans un rapport de production avec un salarié qui n'a pas de vraie marge de manœuvre sur ce qu'il fait et des propriétaires des moyens de production. Et en fait, dépolitiser le travail, ça a vraiment cet intérêt-là, c'est d'empêcher de penser le travail dans ce système actuel. Et là, en le repositionnant finalement dans son contexte, la critique du travail devient beaucoup plus sensée. Et c'est pas uniquement le travail comme quelque chose de très abstrait, quoi. Ce que disait David Graeber à propos des bullshit jobs, que les gens n'osent pas dire à leurs proches qu'en fait ça va pas, alors qu'ils ont un boulot bien payé, col blanc, etc. et que en fait ça leur plaît pas. C'est pas facile de dire ça. Parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils se sentent inutiles. Ouais. Et on peut pas l'exprimer parce qu'on est dans une société qui valorise à tout prix le travail, en disant bah t'as déjà de la chance d'avoir un CDI, blablabla. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on arrive d'une part à exprimer et à entendre ces souffrances, et d'autre part à en faire quelque chose collectivement, à les transformer en un changement politique, en disant on n'en veut plus de ces conditions de travail, on veut plus travailler comme ça, pour cela, on veut radicalement changer l'organisation sociale. Comment on fait ? Sur cette logique toujours de puisqu'on moralise, on dépolitise, et en dépolitisant, on individualise aussi. C'est-à-dire que la question du travail devient plus un sujet collectif, mais devient un sujet d'individu. Si ça va pas dans ton travail, bah, c'est de ta faute. Ou alors change. Ou alors toi, tout seul, dans ta situation, qui est unique, qui n'est pas représentative, eh bien c'est à toi de te prendre en charge et de réaliser un certain nombre d'actions pour changer ces éléments-là, pour changer ta situation. Alors que si on politise, si la critique du travail devient plus facilement une critique politique, eh bien on peut plus facilement parler en tendance, on peut plus facilement globaliser et voir que finalement on a un certain nombre d'individus qui sont dans les mêmes situations. Et donc là on est dans un effet de groupe. Donc moi j'aimais beaucoup cette idée de repositionner le travail dans un contexte qui est le contexte d'un système économique donné, et pas uniquement le travail en tant que tel, et surtout avec ces questions de la morale qui empêche de penser le travail de manière collective et d'en faire sa critique collectivement. Parce que la question des conditions de travail, c'est pas juste « Ah, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot ». Non, ce sont des raisons structurelles qui entraînent, finalement, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences pour tout un tas de salariés.
mais en faire la critique collective, avoir cette vision d'ensemble est beaucoup plus dur, parce que le travail est devenu quelque chose de plus singulier, c'est le travail d'un individu, et plus ce grand ensemble, et c'est pour ça que cette question même des luttes politiques et syndicales a peut-être moins d'écho aujourd'hui par rapport à cette valeur travail qui est beaucoup plus moralisée aujourd'hui, parce que justement l'aspect politique prend beaucoup moins à cause de ça, quoi. Avec une vidéo qui reprend un peu ce qui s'était passé avec une des déclarations de Fabien Roussel, pourtant à la tête du parti communiste, et qui avait dit un truc du genre, de toute façon ils vont le mettre dans l'extrait, je veux pas être à la tête, je sais plus, d'une France qui... ou non, la gauche des aides, mais plutôt être à la tête de la gauche du travail, ou un truc comme ça. À nouveau en opposant travail et aide sociale, dans le sens, finalement, travail, effort, mérite, et plutôt de l'autre côté, fainéantise, non-travail et assistanat, quoi. Et donc du coup, ça reprend un peu cette vision, d'ailleurs c'est même le titre, un truc de gauche ou de droite, la valeur travail, parce que cette notion-là est tellement clivante politiquement, elle est au final au centre de toutes les discussions. C'est le député insoumis François Ruffin qui a ouvert le bal. Selon vous, la gauche est devenue le parti des assistés pour tous ces gens-là qui ont choisi le RN. Vous avez été marqué par les centaines de Français que vous avez croisés pendant votre campagne sur les marchés en porte-à-porte, qui vous disaient les cassos, les assistés, ceux qui ne se lèvent pas le matin, qui restent à l'appartement, qui touchent des aides pendant que nous, on n'a droit à rien, eh bien, on ne votera pas pour eux. Ce serait l'idée que la gauche ne s'occuperait que des pauvres et délaisserait les franges basses des catégories populaires pourtant insérées dans l'emploi. Ça, c'est dans le regard des gens. Et moi, ma bagarre tous les jours sur le terrain, et si j'ai gagné, c'est parce que j'ai réussi à faire du judo avec ça. Parce que je ne suis pas en accord avec ça. Mais alors, la première chose, c'est de répondre, mais qui sont les vrais assistés? Je demande, Madame Salamé, est-ce que vous pouvez compter avec moi jusqu'au 3? 1, 2, 3, c'est 10 000 € pour Jeff Bezos. Le problème du travail en tant que tel, ça vient aussi d'une logique de comparaison. On se compare, là c'était le truc des aides, en gros moi je me lève le matin, je me casse la tête à aller bosser, pendant que d'autres ils touchent quasiment la même chose que moi, alors que eux ils restent chez eux, quoi. Et au final c'est cette logique de comparaison entre eux, et on compare un peu les niveaux d'effort, les niveaux de mérite, et de ce niveau d'effort et de mérite et d'investissement devrait découler presque un aspect proportionnel du revenu, de l'argent dont on dispose, quoi. Plus le niveau d'effort et d'investissement serait élevé, et de mérite, plus on devrait gagner, en comparaison finalement de ces gens qui sont assistés parce qu'ils ne travaillent pas, donc pas d'effort, donc pas de mérite, et pourtant ils touchent quand même une somme d'argent. Et donc c'est toute cette logique de comparaison, et c'est pour ça que quand on moralise la valeur travail, quand on lui associe toutes ces idées de mérite et de valeur, c'est comme ça qu'on se retrouve à opposer finalement plus des gens qui sont très proches en termes de conditions et presque même d'intérêt. On se retrouve à opposer des gens avec pourtant des caractéristiques assez proches, mais sous prétexte que les uns travaillent, les autres non, et pourtant en termes de conditions de vie, certains sont finalement assez proches, tellement il y a des travailleurs pauvres maintenant, et donc c'est comme ça que tu crées finalement des tensions, parce que tu dépolitises le sujet, mais tu en fais une valeur morale, et au final, il y a facilement cette tendance à dire moi je mériterais plus et eux ils mériteraient moins, parce que tu es dans une situation où tu compares, et en plus comme tu compares avec des niveaux de vie qui sont bas avec les aides et qui sont bas avec un certain nombre d'emplois, c'est une évidence que ça va créer des tensions sur ces sujets. C'est pas vrai ça? Je veux dire tout simplement que l'horizon de vie que je souhaite pour les Français, pour la jeunesse, pour nos enfants, ce n'est pas une vie de chômage, de précarité, d'allocation chômage, et je parlais d'allocation chômage, de RSA. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garantir à nos enfants, à chaque homme, chaque femme de notre pays, l'accès à un travail, à une formation et à un salaire qui permettent de vivre dignement. Chacun à sa manière pointe une gauche qui aurait renoncé à mener la bataille pour l'emploi, à trouver du travail pour tous, et qui se contenterait de mettre quelques rustines nécessaires, mais ne rendant pas leur dignité à leurs bénéficiaires, qui continueraient à se voir et à être vus comme socialement inutiles. Et c'est pour ça que je veux mettre fin, oui, à un système qui fait aujourd'hui, qui nourrit le chômage par les allocations chômage et par le RSA. Il faut permettre à chacun de vivre de son travail, car c'est le travail qui redonne la dignité. Et lui précise bien qu'il ne fait que rapporter un propos qui n'est pas le sien.
Je suis là pour que la valeur travail revienne à gauche. Tout a été fait pour le dépolitiser, ce sujet. Au final, maintenant, s'accaparer la valeur travail, c'est un combat politique de s'accaparer la valeur morale du travail. Un peu bizarre dit comme ça, mais moi, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, je le ressens un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est presque un acquis maintenant que ce travail, avec toutes ces valeurs, en tout cas toutes ces notions qui y sont associées d'effort et de mérite, que on peut presque plus le changer, et on peut plus changer cette vision du travail uniquement à une contrepartie financière d'une activité productive. Et en fait, maintenant, ce sera systématiquement ça, le travail. Ce sera cette logique de mérite, de travail. Maintenant, à gauche comme à droite, pour beaucoup, le travail, c'est presque objectivement une valeur morale. C'est comme si le combat, si c'en est un, était déjà terminé, en fait. Entre les deux visions de valeur marchande ou valeur morale, la vision valeur morale avait déjà gagné et même investi, alors qu'initialement, moi c'est comme ça que je le comprends, et ce qu'on s'est dit avant, ça sert plutôt les intérêts des politiques de droite. Ben maintenant, même à gauche, la valeur travail, ne serait-ce que d'affirmer qu'il y a une valeur travail, n'est même plus un sujet en soi, c'est déjà fait, c'est objectif, mais maintenant le tout c'est de se l'accaparer en fait. J'entends des gens qui me disent moi je peux pas être pour la gauche parce que je suis pour le travail, je considère qu'on a un souci majeur. Inversement, même s'il s'en défend, Roussel, en reprenant sans précaution le vocabulaire de l'assistanat, risque de renforcer les fractures au sein des classes populaires plutôt que de les combattre, faisant le lit du discours néolibéral sur la nécessité de faire reculer les protections pour libérer l'emploi. Alors même que la classe des travailleurs a historiquement cherché à se mettre elle-même à l'abri des aléas de la vie par le couple cotisation-prestation sociale. Mécanisme qui permet du même coup de réduire un petit peu le chantage à l'emploi exercé par les patrons. Et là-dessus, la députée écologiste Sandrine Rousseau est venue rajouter une couche. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Elle n'a pas tort. Nicolas Sarkozy nous rebattait les oreilles avec ça dans les années 2000. Et ça correspond plutôt à une rhétorique droitière pour faire accepter des jobs merdiques et mal payés. T'as de la chance d'avoir un emploi. Et puis travailler, c'est super. On revient avec le discours de Darmanin, hein. Il y en a qui n'aiment pas le travail. C'est devenu presque aussi creux que ça. Et donc, voilà, t'as de la chance, c'est super le travail. Tu es dans ta situation individuelle, ça n'est pas quelque chose de collectif. Donc, hop, dépolitisé. Mais pour être honnête, il faut bien comprendre que ce que cherche à faire ici Ruffin, mais c'est périlleux, c'est de subvertir un signifiant de droite pour le réinvestir par des combats de gauche. Mais quoi qu'il en soit, l'intervention de Rousseau nous permet de faire un pas de côté et d'entrer pleinement dans le débat sur le temps libre, la valeur intrinsèque du travail et la centralité du travail dans nos sociétés. À partir de grandes enquêtes sociologiques en Europe à la fin des années 2000, la sociologue et philosophe Dominique Méda avait mis en évidence un paradoxe français. D'un côté, le travail est vu comme particulièrement important par les Français. D'un autre côté, les Français souhaitent massivement qu'il prenne moins de place dans leur vie. Nous l'exprimons en disant que le travail doit être épanouissant, qu'il nous corresponde, qu'on doit y trouver du sens. Bref, on l'investit de valeur. Alors évidemment, on désire l'emploi parce qu'on a peur du chômage, mais on valorise aussi le travail concret, le contenu de l'activité, le métier. Or, plus on donne une valeur intrinsèque au travail, concret, plus on souffre de mal travailler, par manque de temps, à cause d'une organisation absurde, ou parce qu'on juge que ce qu'on fait est nuisible, socialement ou écologiquement. Insister sur le décalage entre les aspirations à bien travailler, à être fier du produit de son travail, à pouvoir défendre sa qualité, et la réalité du travail en régime capitaliste. Il suffit de penser aux soignants exposant leur souffrance de ne pas pouvoir exercer correctement leur métier. On retrouve cet argumentaire dans la bouche de François Ruffin. Quand on regarde par exemple Debout les femmes, on voit à la fois comment ces femmes souffrent dans leur travail parce qu'elles n'ont qu'un quart d'heure ou une demi-heure pour s'occuper des personnes âgées, donc déjà mal faire son travail est une très grande souffrance. Et en même temps, ce qu'on sent, c'est l'amour de leur métier. Eh bien, il faut qu'on soit capable de dire les deux.
qu'on soit capable de dire ce qu'il y a à transformer dans les métiers, mais aussi la fierté de ces métiers-là. Cette tentative de récupérer à gauche ce sujet-là, de cette manière-là, et en même temps d'y ajouter vraiment les sujets de gauche liés au travail, que sont aussi le fameux droit à la paresse, etc., ça doit être complémentaire. Et quand on a un discours de droite, Nicolas Sarkozy, qui est quand même plutôt un bon représentant, voilà ce que ça donne sur la valeur travail. Moi, je trouve que le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Mais bon, je suis démodé. C'est ce que vous voulez. Donc, c'est pareil. Il y avait des gens qui expliquaient que les 35 heures, c'était encore trop, qu'il fallait les 32. Et pourquoi pas les 28 pendant qu'on y est? Le problème... Donc là, déjà, à nouveau, hein, c'est quand même plutôt un marqueur à droite que de s'attacher à la quantité de travail en termes de nombre d'heures. On a vu quand même au début que s'attacher à la question des heures de travail, il fallait voir la quantité, mais surtout aussi la qualité, dans le sens, la notion de productivité, de ce qu'on mettait à l'intérieur de ces heures. Donc s'attacher à dire, voilà, déjà 35 heures, on a réduit, c'est déjà pas mal, et 32 et 28, voilà, les gens veulent plus rien foutre. Alors que si, j'en sais rien, il y a sûrement des éléments de réponse sur ces sujets qui existent, mais si passer de 35 à 32, ça permet d'être plus efficace sur ces 32 heures, et qu'au final ça se compense, ça peut ne pas être un choix bête. Sauf que là, à l'écouter dit comme ça, c'est une folie, parce que si on travaille moins, bah, ça veut dire qu'on n'aime plus le travail, et on est toujours dans ce discours très basique, de dire tout ce qui va dans le sens de travailler moins en quantité, ou de mettre moins le travail au centre de notre vie, c'est une preuve qu'on n'aime pas le travail, et donc, hop, on bascule tout de suite dans les sujets. Si vous n'aimez pas le travail, vous n'aimez pas l'effort, le mérite, et donc vous êtes pour les assister. Parce que justement, en dépolitisant, on revient sur notre boucle sur le sujet, et puisque c'est une valeur morale, c'est dépolitisé, et donc on se retrouve à dire, voilà, vous n'aimez plus le travail, quoi. L'homme est fait pour deux choses. L'homme, la femme, l'être humain. Pour aimer, pour travailler. Pour travailler, pour aimer. Donc là, quand même, clairement l'opposé, quoi. On a une première version plutôt à gauche de dire, bah non, les individus, on n'est pas fait... On se résume pas à travailler, on se résume pas à notre place dans un système productif, on se résume pas à la centralité du travail. Aujourd'hui, c'est une réalité, elle devrait changer, cette réalité, le travail devrait être moins important dans nos vies, et là, on a la version à droite en disant, bah non, nous, on est... 50% de ce pourquoi on est là, c'est pour bosser, a priori, vu que l'autre moitié, c'est pour aimer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un clivage politique, mais à nouveau, qui me semble quand même plutôt gagné par la droite, parce que aujourd'hui, la remise en cause du travail comme valeur morale, elle est très très dure, elle est devenue quasiment impossible en fait. Et tu fais toujours l'objet de critiques très fortes quand tu dis il faudrait travailler différemment, il faudrait travailler moins. Hop, vous n'aimez pas le travail, donc vous êtes pour la paresse. Et en plus, ne serait-ce que dire je suis pour le droit à la paresse, là, ça fait vraiment feignasse, quoi. Parce que sans savoir, il faudrait que je le lise un jour, hein, le livre de Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Mais c'est sûrement très nuancé, c'est sûrement un sujet bien plus complexe que ça. Mais le droit à la paresse, ça fait vraiment vous êtes pour ne rien faire. Donc évidemment que ça cristallise des débats, puisqu'on est sur le registre de la morale et plus le registre de la politique. Quelques semaines, M. Roussel, le patron du Parti communiste, a mis les pieds dans le plat en disant, voilà, il y a deux... Moi, je suis pas pour la gauche des allocs, c'était un peu caricatural, mais je suis pas pour la gauche des allocs, je suis pour la gauche du travail. Et là, il s'est pris un tir de barrage de beaucoup qui n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, mais on a le sentiment que cette vieille gauche, justement, qui était la gauche du travail, qui était la gauche des usines, qui était la gauche des ouvriers, eh bien, elle a cédé le pas, justement, à cette gauche prétendument morale et prétendument qui est plutôt dans l'assistanat. Bon, alors vous êtes où vous êtes pas économe d'une caricature, hein. Non, mais bon, mais je vais vous répondre. D'abord, je vais vous dire. Parce que vous avez écrit un livre il n'y a pas longtemps, oui, qui abordait ces sujets-là. Oui, et qui vous paraissait pas ni gauche morale, ni réfuter la centralité du travail dans la vie des gens et dans la société. C'est l'histoire du socialisme et du mouvement ouvrier. Et le débat qui s'est noué, parfois, je vais dire un peu dans la caricature et dans la précipitation, il n'est pas inintéressant. D'abord parce que dans nos circonscriptions, on est interpellé par des gens qui ont le sentiment de ne pas vivre de leur travail. C'est des classes populaires, laborieuses, mais pour qui la fin du mois, c'est pas le 30, c'est le 15. Et qui ont aussi le sentiment que ils payent trop et que d'autres en profitent indûment. Et ce peuple-là, il vote plus pour vous?
eh bien, il faut lui parler. Il faut lui parler, il faut l'entendre. Mais d'abord, moi, je ne crois pas aux privilégiés d'en bas. Je le dis franchement, j'en reçois beaucoup des gens qui ont des vies invivables, des vies difficiles, qui ne trouvent pas de travail, parfois qui n'en cherchent pas, mais qui ont tellement de choses à régler par ailleurs, sur le plan de la santé, de la mobilité, du logement, des violences conjugales également. Et souvent, cela se superpose, que je le comprends. Au bout du travail, il y a les allocations. Les allocations au chômage, c'est le fruit des cotisations et le fruit du travail. Et au bout des cotisations, il y a aussi la possibilité de retrouver un travail. Les deux sont très... Ça aussi, c'est presque un truc qui a disparu en moralisant la valeur travail. C'est le fait que, déjà de base, c'est pas censé s'opposer travail et aide, puisque le principe même des aides sociales, le principe même du chômage, le principe même de percevoir de l'argent quand on est en arrêt maladie, quand on est en congé maternité, paternité, en congé payé même de base, le principe même de percevoir son salaire même dans des situations de non-travail, quand on a toujours son contrat ou quand c'est justement la prestation chômage, c'est déjà des luttes des travailleurs eux-mêmes. Donc en fait, opposer ça aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'on n'est plus sur un registre politique, de dire travailleurs et ceux qui sont en situation de non-travail, soit par des congés, soit par des absences, soit par le chômage directement. En principe, c'était de base un groupe relativement uniforme qui avait des intérêts communs. Sauf que, en rendant la question morale et en mettant ces notions de mérite et d'effort, et ben en fait, on est venu opposer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, alors même qu'ils faisaient partie d'un groupe avant. Et donc, rappeler que la partie aide sociale, c'est quand même des acquis des travailleurs eux-mêmes, des acquis quand c'était un sujet politique, quand il y avait ces grandes luttes syndicales qui aboutissaient sur des nouveaux droits pour les salariés, les deux ne s'opposaient pas, parce que c'était complémentaire. Aujourd'hui, en moralisant, justement, on a réussi à rendre ça opposé. Nous devons reparler aux classes populaires et aux classes moyennes. Pas pour ne parler qu'à elles, mais comme condition pour parler à tous. Et qu'il y a dans le socialisme un projet émancipateur qui vaut pour toute la société. Ça veut dire qu'il y a une centralité du travail. La valeur du travail, est-ce qu'elle est droite? Elle est d'abord contingente. Elle est d'abord... Est-ce qu'elle est de droite? Elle est d'abord... Non, elle n'est pas de droite. Moi, je dis, elle est d'abord contingente. Il n'y a pas de valeur travail sans travail de valeur. Quand vous ne vivez pas de votre travail, que vous êtes maltraité, que vous avez une carrière hachée, que votre boulot n'a pas beaucoup de sens, eh ben, la valeur travail, elle est loin. Alors nous, on plaide, moi je vous le dis, pour le travail digne et porteur de sens. Digne dans sa reconnaissance, digne dans son organisation, digne dans sa capacité à agencer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, avec le droit au loisir, avec le droit au congé, qui sont des conquêtes des travailleurs. Mais là oui, sa conclusion, c'est d'essayer de remettre dans ce sujet du travail des éléments politiques, des éléments liés aux conditions de travail, des éléments liés à la place du travail dans la société, son importance. Et à nouveau, on retrouve c'est quelqu'un du Parti Socialiste qui dit « Eh ben oui, c'est aussi le non-travail quand on parle du travail, c'est aussi de parler des moments où on ne travaille pas. » Et donc, à partir du moment où on parle de travail, il y a toujours la question de la journaliste. Sa seule intervention, c'était de dire, en répétant 4 fois pour être sûr d'avoir une réponse, est-ce que la valeur travail, c'est de droite? Parce que c'est le clivage le plus important, et ça permet aussi de placer les personnes sur l'échiquier politique, ce rapport au travail, parce que c'est aussi une vision presque de société, quoi. Paf. Ça consiste à pratiquer le salaire comme la récompense d'un travail préalable. Récompense pourquoi? Parce que le travail, c'est un truc chiant. Voilà. Et c'est toute la thématique de la valeur travail. La thématique de la valeur... Il ne faut pas du tout confondre cette thématique-là avec la proposition totalement révolutionnaire, pour le coup, et que la classe dirigeante combat avec une grande force. Seul le travail produit de la valeur. Ça, c'est clair. La valeur travail, c'est autre chose. Le mot valeur, là, il n'a pas sens économique, comme quand on dit seul le travail produit la valeur qui fait le PIB. C'est un sens moral. Le travail, c'est un truc aliéné, c'est un truc où on ne décide pas, mais par nature. Alors qu'en fait, non, c'est la bourgeoisie qui nous impose de travailler sans que nous décidions. On ne décide pas de l'investissement, on ne décide pas des lieux où on travaille, on ne décide pas du contenu du travail, on ne décide pas de qui travaille, on ne décide pas dans quels accords internationaux s'inscrit le travail, etc. On ne décide de rien en matière de travail. Et donc, du coup,
c'est une source de souffrance quand on ne décide rien, surtout quand on a la conscience que le travail tel que la bourgeoisie le décide est en train de nous mener dans un mur écologique absolu. Donc il y a une souffrance au travail aujourd'hui, et une telle souffrance mérite salaire. Hein. C'est ça la valeur travail. C'est rendre naturel le fait que le travail, c'est pas nous qui décidons. Du coup, c'est une source de mérite. Et je mérite de gagner ma vie par mon travail. Là, on est dans l'aliénation absolue. Voilà, donc forcément, il a déjà dit aliénation 10 fois. En effet, il est marxiste. C'est pour ça que je les ai mis à la fin, ça me paraissait vraiment tout résumé. À la fois, on retombe sur nos pattes avec la première vidéo en disant oui, le travail a une valeur marchande. Et là, c'est vraiment pour lui le cœur. C'est justement parce que ça a une valeur marchande que c'est la preuve que ce sont les salariés qui apportent la valeur économique. C'est le travail des salariés qui crée la valeur économique, la valeur marchande, celle calculée dans le PIB. Et donc, si on se contente d'avoir cette vision-ci, on part du principe que c'est vraiment les salariés qui créent la valeur, donc ils pourraient être à même d'en demander une plus grande part de cette valeur dans ce qu'ils récupèrent, etc. Donc tout l'enjeu, c'était de masquer ça. Tout l'enjeu, c'est de masquer le fait que ce sont les travailleurs qui sont à l'origine de cette valeur marchande, en insistant sur le fait que le travail, non, en réalité, le travail, c'est une valeur morale, parce que c'est la compensation d'un effort et la compensation de quelque chose de relativement négatif, à tel point qu'il faut le mériter, ce salaire. Ça devient donc non plus la contrepartie d'un travail qui a une valeur marchande, et on en récupère une partie. Non, parce que sinon on pourrait se dire on pourrait en récupérer une plus grosse partie, parce que c'est justement notre travail qui a la vraie valeur économique. Si d'un coup ça devient juste une valeur morale, le salaire ça devient la contrepartie de quelque chose de chiant, de quelque chose d'éprouvant, de fatigant, et donc c'est la contrepartie de cet effort, c'est la contrepartie financière qui du coup s'appelle ce qu'on mérite. Et pourquoi on le mérite? Parce que ça a été ce qu'on mérite, c'est parce qu'on a fourni un effort initial. Au début on se disait tiens, c'est quand même pas très logique parce que factuellement tous les éléments montrent que oui, ça a une valeur financière, une valeur monétaire. Et pourtant c'est la valeur morale qui prédomine. Mais en fait c'est parce que tout l'intérêt c'était justement d'écarter ça. Parce que du coup là la contrepartie financière du travail, c'est uniquement parce que tu as produit un effort. C'est non pas par rapport à la valeur économique réelle du travail, mais uniquement, bon, t'en as chié un peu, donc tu mérites d'en tirer un peu d'argent, quoi. Salopard d'un locataire à côté, là, il mérite pas. En comparaison, du coup, en ayant cette vision-là, puisque d'un coup ton salaire, ça devient non pas une partie de la richesse productive que tu as créée, ta contrepartie financière, c'est parce que tu as fourni un effort et que tu l'as mérité. À l'inverse, celui qui récupère de l'argent sans l'avoir mérité parce qu'il n'a pas fourni d'effort, ça devient ton ennemi. Et c'est comme ça que tu divises des gens qui initialement avaient des intérêts communs, et là en fait tu crées comme ça une opposition, parce qu'en fait tu changes la vision du sujet. C'est non pas un travail qui crée de la valeur économique, donc ton salaire c'est une partie de cette valeur économique créée, c'est ton travail est par définition pénible et compliqué, donc comme tu fournis cet effort dans ce travail pénible et compliqué, tu es méritant. Comme tu es méritant, ça se traduit par le fait que tu mérites une rétribution financière. Et c'est comme ça que tu opposes aux personnes qui perçoivent de l'argent sans avoir été par cette case mérite parce qu'ils n'ont pas produit d'efforts ou fait une activité pénible. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui étaient pour le fait que le RSA ait une contrepartie en travail. Pour dire, attends, on va quand même pas percevoir de l'argent sans rien foutre. Parce que du coup, ça devient incompatible avec cette vision des choses où le travail, en tout cas le salaire, c'est la contrepartie d'un effort pénible qui te rend méritant. Plus notre salaire ne reconnaît que fort mal le travail que nous faisons, plus nous sommes attachés à cette fable capitaliste, cette croyance qui veut que le travail, ce soit un truc difficile, source de souffrance, et qui nous rend méritants. Plus nous sommes attachés à une forme de rejet
de situations où la ressource n'est pas fondée sur le travail. Alors que la grande conquête du XXe siècle du mouvement ouvrier, c'est justement d'avoir dissocié le salaire de l'activité. On l'a très bien vu pendant le confinement. Tous ceux qui avaient un salaire à la qualification de la convention collective, avec un CDI, ils ont eu 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Le salaire tel que nous l'avons construit sur un mode anticapitaliste au XXe siècle, et pour cela que le patronat est tellement attaché à en finir, avec ce salaire à la qualification, c'est quelque chose qui ne reconnaît pas du tout une activité préalable. La preuve, on l'a très bien vu pendant le confinement. C'est quelque chose qui est attaché à la qualification d'un poste. Et puis, s'agissant de la fonction publique, c'est encore plus évident. S'agissant des retraités, c'est encore plus évident. Là, on a un salaire qui est attaché non pas à la qualification du poste, mais à la qualification de la personne. Et là, ma foi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, les retraités ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement. Là, là on est dans un salaire communiste, d'accord? On est passé du salaire capitaliste, qui est la rémunération à l'acte, hein. Puisque c'est pas moi qui décide, eh bien, le capitaliste m'impose de n'être payé qu'après l'acte qui met en valeur son capital, et puis je l'accepte. J'appelle ça la valeur travail. C'est ça la religion, hein. C'est quand on accepte une aliénation et qu'on va imputer à d'autres d'être des tricheurs qui vivent d'allocations. Donc là, il revient à ce qu'on disait un peu avec la vidéo d'avant, en remettant dans le contexte le fait que les acquis sociaux, en principe, par nature, ce sont des acquis qui viennent des luttes des travailleurs eux-mêmes. Donc des gens qui en fait ont a priori des intérêts communs, qui pourtant aujourd'hui sont plus opposés que jamais, entre ceux qui travaillent et qui en chient, et ceux qui bénéficient des aides sans aucun effort. Et donc du coup, c'est vraiment toute cette vision-là, quand il parle du principe que, bah oui, pendant le chômage partiel avec le Covid, tu percevais une grande partie de ton salaire, même sans travailler, même sans mettre en valeur le capital, etc. C'est parce que c'est un mécanisme de sauvegarde, c'est un mécanisme social. Et donc, je trouve que c'est vraiment ce qui résume tout, de cette manière d'opposer, parce que d'opposer des pauvres entre eux, quoi, mais d'opposer des gens qui travaillent et qui du coup, comme ils fournissent cet effort et qui sont méritants, et ben le salaire devient logique, alors que percevoir de l'argent sans avoir fourni cet effort, ça paraît maintenant impensable, et du coup c'est vraiment pointé du doigt, quoi. La question de la valeur travail est une question très très mais le son est pire. Vous avez deux propositions. La première proposition, qui est une proposition communiste, qui est « seul le travail crée de la valeur ». Ça, c'est une proposition révolutionnaire, dont la conclusion, c'est « seuls les travailleurs doivent décider du travail ». La valeur travail, c'est la riposte capitaliste à cette affirmation. Et là, le mot valeur n'a pas de sens économique. Dans le premier sens, il a un sens économique. Seul le travail crée la valeur économique. Dans le sens de valeur travail, qui est la riposte capitaliste à cette affirmation communiste, dont la conclusion, encore une fois, c'est seuls les travailleurs doivent décider du travail, la valeur travail, elle a un sens moral. C'est-à-dire le travail nous rend méritants. Et nous méritons par notre travail de gagner notre vie. Gagner sa vie par son travail. Là, nous sommes au cœur de la religion capitaliste. En quoi le travail est méritant? Mais parce que le travail est source de souffrance, puisqu'on ne décide pas au travail. D'ailleurs, ceux qui sont les plus vulnérables à l'idéologie de la valeur travail et qui disent « et puis ces assistés-là qui font rien alors que moi je me fais chier au boulot », ce sont ceux qui ont justement le plus de souffrance au travail. C'est ceux qui sont les plus vulnérables à l'idéologie capitaliste de la valeur travail. Ce travail qui est source de souffrance, puisque nous ne décidons pas fondamentalement de son contenu, ben, il nous rend méritants.
il a une valeur, non pas au sens où c'est lui qui crée la valeur, mais au sens où on mérite par son travail. Moi, j'ai mérité mon niveau de vie. Je l'ai mérité, d'accord? Là, nous sommes au cœur de la religion capitaliste, le but d'une religion, c'est de rendre naturelle une violence sociale, en l'attribuant à Dieu. Ça, c'est les religions traditionnelles, mais les religions les plus performantes sont celles qui se passent de Dieu, et qui vont attribuer ça à la nature. Voilà, c'est dans la nature. Et la religion capitaliste est une religion naturelle. Donc, c'est dans la nature de se faire chier au boulot. D'ailleurs, et regardez quand même, c'est très ambigu, hein, quand nous disons que les retraités sont libérés du travail. Quelle idée du travail nous avons si c'est un truc dont on doit se libérer? C'est quand même que nous acceptons que le travail soit de la merde, d'accord? Dont il faut qu'on se libère. Donc, la religion capitaliste naturalise le fait que le travail, c'est quelque chose qu'on ne désire pas, c'est quelque chose qui est aliéné. On va au travail et en récompense, on a droit, d'une part, à gagner sa vie, parce que la vie, c'est pas le travail. Hein. On gagne sa vie par le travail. Il y a un mépris du travail incroyable dans cette idéologie de la valeur travail. Hein. C'est une idéologie du mépris du travail. Je voudrais vraiment me faire entendre parce que, y compris à gauche, il y a des gens qui sont les adeptes de la valeur travail. On en a vu un pendant la dernière campagne électorale dont on ne l'attendait pas, hélas. Et donc, et qui est en train de triompher en plus. Et donc, mais c'est l'homme politique le plus aimé des Français. Alors évidemment, le plus aimé à droite, évidemment, puisqu'il est contre la NUPES. Donc, je n'insiste pas et je ferme la parenthèse. Nous avons vraiment à nous libérer de cette idée que le travail, c'est ce qui mérite salaire. D'accord? Ce matin, j'étais à France Culture. J'ai hésité, hein, parce que je me suis dit comment ça va se passer. Finalement, ça s'est bien passé. J'ai trouvé en face de moi un type qui voulait me faire parler, qui m'a fait parler 40 minutes. C'est quand même assez long. Au matinal de France Culture, vous pouvez aller voir les podcasts. Vous verrez ce qu'il m'a fait dire. Je suis plutôt assez content de moi. Mais en général, je suis content de moi parce que ça rend la vie plus facile. Hein, donc, et je vois aussi le côté moitié plein des verres, ce qui est pas mal non plus. Ce qu'inventent les commissions 46, c'est pas que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail passé. Le salaire, c'est l'attribut de la personne qui rend possible un travail futur, enfin un travail choisi par ailleurs. Donc, sortir de la valeur travail, c'est fondamental. Ça, c'est clair. L'idée que par son travail, enfin, on a quand même l'idée, on travaille pour ne plus avoir à travailler. C'est incroyable, ça. Je travaille pour ne plus avoir à travailler. Enfin, laissons ça à l'idéologie de nos adversaires. Nous ne pouvons pas assumer un truc pareil. D'accord ? Libérons le travail, qui est la source de la liberté et du bonheur. C'est ça l'enjeu. Et non pas, ne nous libérons pas du travail, libérons le travail. Hop. Bah du coup avec cette vidéo, je pense que c'est pour ça que je l'ai laissé en entier cette fois-ci sans rien ajouter de plus, mais je pense que cette vidéo de conclusion peut servir en plus de conclusion générale pour dire au final quoi. On a un truc en deux temps, on a un constat initial et puis presque à un moment donné plutôt un paradigme qui consiste à dire en effet le travail, ça a une valeur marchande, et en plus c'est parce que le travail a une valeur marchande qu'on peut rétribuer les individus qui travaillent avec un salaire, et puisque c'est leur travail qui favorise la création de valeur, ou qui est même uniquement à l'origine de la création de valeur, la contrepartie, c'est le salaire. Donc c'est une partie de cette création de valeur qui devient du salaire. Sauf que si on garde cette vision-là, on se dit, ah ouais, mais puisque c'est uniquement les travailleurs qui créent de la valeur, il y a un moment, ils vont être légitimes à demander plus de salaire, plus de contrepartie, vu que c'est vraiment, sans eux, il n'y a pas de création de valeur.
Donc s'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a rien du tout. Et donc, puisque c'est eux qui sont si essentiels que ça, ils pourront facilement en demander plus de salaire. Donc du coup, ce que nous dit Friot, c'est qu'il y a eu une réponse à ça. Du coup, une réponse capitaliste, réponse de droite. De dire, alors, c'est sûrement fait par un long processus, etc., petit à petit, mais n'empêche que le résultat aujourd'hui, c'est quand même plutôt eux qui ont gagné. Parce que la réponse à ça, ça a été de dire, on va basculer d'un travail qui a une valeur économique à un travail ou au travail qui est une valeur morale. Avec comme conséquence le fait de travailler, en plus nécessairement un travail dans lequel on n'a pas de marge de manœuvre, dans le sens, en tant que salarié, on n'est pas propriétaire des moyens de production, donc on ne choisit pas ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, à qui on le vend, à quel prix, de quelle manière, etc. On ne choisit pas. Donc il y a beaucoup de contraintes dans le travail. Les conditions se sont durcies, c'est de plus en plus dur, puisque tout est de plus en plus dur, plus en plus fatigant, difficile, les conditions de travail sont de pire en pire. Les salariés, avec cette, puisque de coup le travail devient une valeur morale, les salariés en deviennent méritants. Ils sont plus à l'origine de la création de valeur, ils sont plutôt les porteurs d'un mérite, le mérite de travailler dans des conditions un peu difficiles. Parce qu'ils ont fourni un effort, parce qu'ils ont travaillé dans des conditions dures, ils méritent, et donc ils méritent un salaire, mais qui du coup est beaucoup plus facilement décorrélé de la création de richesses dont ils ont été à l'origine. Parce que là, c'est plus à la hauteur de leur effort, de leur investissement, de leur mérite. Et en passant d'une vision économique, une vision valeur marchande, où en plus du coup, les travailleurs eux-mêmes se sont mis d'accord pour faire en sorte que les périodes de non-travail soient aussi compensées par de la valeur, par un système collectif. En changeant ça vers une valeur morale, cette fois-ci on est en plus sur une dimension plus individualisée, et puisque chaque individu est positionné dans une situation où il doit fournir cet effort, cet investissement, où il doit finalement, pour le dire clairement, il doit un peu en chier à son travail, parce que tout le monde a des conditions de travail de plus en plus dures, et que en faisant ça il est méritant et qu'il a son salaire, partir du principe que des gens peuvent percevoir de l'argent, même si c'est moins, forcément en moyenne les aides sociales sont inférieures au salaire, mais partir du principe que des gens sans travailler, sans fournir d'efforts, et donc sans en chier, peuvent toucher de l'argent, et ben c'est comme ça qu'on crée une opposition entre des gens qui pourtant avant faisaient partie d'un groupe aux intérêts communs. Donc voilà, le sujet pour moi de la valeur travail, je le conclurai de cette manière, en disant qu'en fait, et c'est pour ça que ça se retrouve encore aujourd'hui dans le débat politique comme un clivage gauche-droite hyper fort, parce que c'est ce clivage d'origine de dire tout l'enjeu c'est de continuellement masquer le fait que le travail, ça a une valeur marchande, et que c'est les travailleurs qui sont à l'origine de cette création de richesse, de cette création de valeur. Donc tout l'enjeu c'est de systématiquement matraquer le truc en disant non, c'est une valeur morale, c'est l'effort, c'est le mérite, c'est l'utilité sociale, en plus c'est quelque chose d'individuel, puisque c'est moral, c'est dépolitisé, donc il n'y a rien de collectif, et du coup en plus on oppose des gens qui pourtant ont des intérêts communs, on les oppose, parce que justement ceux qui bénéficient de ce système collectif sans avoir fourni l'effort, sans avoir le tampon, c'est bon, vous en avez suffisamment chié pour mériter, pour être dans cette situation de mérite d'une contrepartie financière. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette opposition politique très forte sur ce sujet, mais qui est au final devenue plus hégémonique. La question du travail comme valeur morale, moi je pense qu'elle a gagné. Et c'est pour ça que même à gauche, maintenant, c'est quand même très tentant, comme c'est le discours dominant, c'est très tentant d'utiliser cette rhétorique-là, même en étant à gauche. Et c'est comme ça qu'on a des déclarations type Roussel, ou qu'on a aussi ce constat par d'autres. Donc voilà un peu, pour le sujet valeur morale du travail, comment moi je le vois après toutes ces vidéos qu'on a vues. Cette petite VOD va se retrouver sur YouTube avec du montage pour aller à l'essentiel et garder que
que les moments où il y a vraiment des passages marquants et de l'analyse la plus intéressante, avec les différents marqueurs temporels pour les différentes vidéos, plus pour accéder directement à la conclusion pour ceux qui veulent voir directement la fin. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine pour le prochain sujet que j'ai pas encore en tête. Je verrai ça, mais au moins vous aurez la surprise.